Foch, le commandant suprême interallié, avait exigé que les Alliés entrent immédiatement dans la bataille. L'Anglais Haig n'était pas convaincu, ayant essuyé des pertes sévères à la bataille des Flandres qu'il avait si mal conduite. Mais un de ses adjoints, le général Rawlinson, un général à tête de dogue, avait un plan plus précis. Il prétendait obtenir la percée dans le secteur d'Amiens avec sa 4e armée. Feu vert de Foch, qui n'hésite pas à soutenir le général britannique, même s'il prend des risques. Foch a toujours été le partisan fougueux de l'offensive. 17 divisions, 2000 canons, 450 tanks se rassemblent sur un front de 25 km. Rien que pour déplacer l'artillerie, il faut 60 trains. Pour que la surprise soit complète, les Anglais font une chose insensée. 800 avions décollent pour que le bruit de leur moteur recouvre celui des camions sur les routes. Haig réunit tous les effectifs disponibles en grattant des unités sur tout le front comme on gratte le fond de ses poches. 600 chars sont prêts à démarrer. Presque l'intégralité du Royal British Tank Corps, du Canadian Corps, de l'Australian Corps. La date fixée, 8 août 1918. La charge est irrésistible. Les 500 yards de No Man's Land sont franchis par la 4e armée en un quart d'heure. Les chars fournissent un précieux appui aux unités d'assaut. La division canadienne nettoie les tranchées allemandes à midi. À la droite de l'armée anglaise, 2 armées françaises attaquent vers l'est. Elles réalisent un bond en avant de 15 km. Les Allemands n'ont plus de réaction. Ils laissent se développer l'offensive. Un général de division allemand est capturé. La retraite de l'ennemi est désordonnée, ce qui n'est pas dans ses habitudes.
La voie ferrée Paris-Amiens est complètement dégagée, ce qui va permettre le ravitaillement des armées du Nord. Les Alliés s'arrêtent prudemment après leur succès pour ménager leurs hommes et reconstituer leurs forces. Ludendorff a fait ses comptes. Il ne peut plus gagner. Les soldats allemands ont fait un effort considérable pendant les dernières offensives. Déçus, affamés, ils ne croient plus en la victoire. Les compagnies sont décimées, les bataillons réduits à des effectifs squelettiques. Le 8 août, dit Ludendorff, c'est le jour de deuil de l'armée allemande. Ce jour-là, il offre sa démission au Kaiser qui la refuse. Ludendorff ordonne la retraite et les villes françaises libérées explosent de joie. On oublie tout, les destructions, les bombardements. On ne voit plus que les Alliés vainqueurs. Clémenceau, le vieux patriote, vient au front pour éprouver, comme il dit, la grandeur et les misères de la victoire. La guerre est trop sérieuse, disait-il, pour être confiée à des militaires. Il se rend à Soissons pour y célébrer la victoire, près du champ de bataille. Parlant parfaitement l'américain, il va dans les lignes des Doughboys, et aussi près d'Amiens chez les Anzac. Le vieux sceptique à la dent dure, mais il sait tout ce qu'il doit aux Alliés. Dans le camp allié, en septembre 1918, le moral est au beau fixe, mais avec des réserves. On se souvient des emballements irraisonnés, des espoirs déçus, des offensives avortées. L'ennemi attend derrière la ligne Siegfried, dont les défenses sont formidables. Les états-majors n'attendent pas la victoire avant le printemps de 1919. Ils se résignent à voir leurs soldats passer un nouvel hiver dans les tranchées. Ils ne s'attendent pas au dégel rapide du front allemand. Les Américains décident de se lancer eux-mêmes dans une offensive, la reconquête d'un secteur qui est un saillant dans la ligne du front allemand. Ils lancent dans la bataille des effectifs déjà très entraînés, mais aussi des Doughboys qui n'avaient pas du tout l'expérience du feu. L'opération réussit néanmoins parfaitement
au prix, il est vrai, de pertes très élevées. Les Américains étaient les seuls à pouvoir attaquer, Français et Anglais étaient à bout de souffle. Les prisonniers allemands sont nombreux. Saint-Mihiel. Les Allemands tenaient ce secteur de Lorraine depuis 3 ans. Désormais, les Américains occupent la ville. Leur offensive sur le saillant a pleinement réussi. L'imprenable saillant de Saint-Mihiel a été entièrement reconquis en quelques heures par l'infanterie américaine. Il n'y aura plus dans cette petite ville de Lorraine de plaque de rue Hindenburgstrasse. Sur l'Argonne, vers Mézières, Pershing accepte parfaitement le plan français. Mais il prétend garder son indépendance, celle d'une armée qui vient de faire ses preuves à Saint-Mihiel. Pershing est de plus en plus décidé à conduire la bataille d'une manière indépendante, tout en s'intégrant dans le dispositif des armées alliées coordonnées par Foch. L'état-major américain s'est conduit de manière irréprochable au cours des derniers engagements. Les troupes américaines sont allées droit au but, sans se mélanger aux unités voisines. Quand Foch expose son plan d'offensive, Pershing refuse d'avoir ses divisions éparpillées entre les armées françaises et britanniques. Il veut attaquer d'un seul bloc. Voulez-vous vous battre, oui ou non, lui demande Foch. Sans doute, mais dans une armée américaine, répond Pershing. J'insiste, dit Foch. Insistez tant que vous voudrez. Je refuse absolument. Alors Pershing choisit son secteur sur la carte. Il décide de se conformer au plan allié qui prévoit de pousser les divisions françaises et américaines droit sur l'Allemagne à travers l'Argonne et la Lorraine, pendant que des groupements français perceront en direction de Valenciennes la ligne Hindenburg. Pershing veut plus que jamais rester indépendant. Il se battra dans l'Argonne, entre les grands bois et les collines boisées de l'Argonne et la rivière Meuse, sur les champs de bataille maintes fois retournés par les canons allemands au cours de la bataille de Verdun, une bataille qui a duré près d'1 an, pendant l'année 1916. Un secteur vital pour l'offensive alliée, car il contient une voie ferrée stratégique. Les Allemands en face sont enterrés profondément, dans le confort relatif des bunkers, des redoutes, des abris bétonnés. Ils ont un système de défense très bien conçu sur une profondeur d'environ 25 km. Les abris sont si profonds qu'il ne faut pas espérer les faire sauter avec des tirs d'artillerie. Les Allemands jouent aux cartes, dans leur Stollen. Ils s'ennuient et leur chef bout d'impatience de se mesurer aux Américains. C'est le prince héritier Frédéric Guillaume, le kronprince. Il ne peut pas savoir que les combattants américains sont plus d'1 million au front, qu'ils ont leur propre réseau d'approvisionnement depuis les ports français à travers tout le territoire. Une armée autonome et fraîche, une force redoutable devant les effectifs fatigués du kronprince qui ne peut attendre de nouveaux renforts.
Parmi les Américains qui roulent en camion vers l'Argonne, le colonel George Patton, 32 ans, qui a reçu dans un char français le baptême du feu à Saint-Mihiel. 2 jeunes officiers de marine, futurs commandants du corps, Thomas Holcomb et Clifton Cates. Le capitaine Harry Truman, 34 ans, qui commande une batterie d'artillerie à cheval. Et son futur chef d'état-major, le colonel George Marshall, 37 ans. Chargé par Pershing de la logistique, sa mission est d'organiser le mouvement en 12 jours de 600 000 hommes, avec les canons et les munitions, la nourriture pour la troupe et pour la cavalerie, des tonnes d'équipements et de matériel médical. Pour faire mouvement, 3 routes étroites que la boue a rendues gluantes. Les Doughboys retrouvent les vieilles tranchées françaises de Verdun, creusées 2 ans plus tôt et pas rebouchées. 500 000 soldats sont alignés sur 40 km de front. Ils sont trop nombreux, ils se gênent, ils vont se marcher sur les pieds lors de l'attaque. Ils sont une cible idéale pour l'artillerie ennemie. Mais l'aviation les protège, 800 avions qui assurent la couverture du front et bombardent sans cesse les lignes allemandes. La première armée américaine est prête pour le grand bond en avant du 26 septembre 1918. À droite et au centre de la ligne américaine, les collines de Montfaucon. Les ordres sont de s'en emparer, à tout prix. Mais le feu ennemi est très efficace et empêche les Américains de s'élever d'un bond jusqu'au sommet. Il faut 2 jours pour s'en rendre maître, et les pertes sont nombreuses parmi les assaillants, dont beaucoup n'ont jamais vu le feu. Sur l'aile gauche, les Américains doivent nettoyer avec des chars les bois de l'Argonne. Travail fastidieux et très dangereux, car chaque fourré peut cacher un nid de mitrailleuse, un mortier et même un lance-flamme. Chaque mètre, pour les soldats qui avancent, est un martyr.
Pendant que les Yankees s'épuisent sur le front Meuse-Argonne, les Britanniques ouvrent une nouvelle offensive vers le nord, tournant par surprise la ligne Siegfried. Les deux offensives, l'anglaise et l'américaine, pouvaient converger en cerclant les Allemands. L'état-major français estimait que Pershing ne pouvait commencer ce mouvement avant le printemps. Ici, dans l'Argonne, pas le moindre indice de brèche dans le dispositif allemand. Ce que les Français ne voient pas, c'est qu'à l'arrière des lignes, le front allemand est en train de craquer. À l'hôtel de Spa en Belgique, qui sert de quartier général à Ludendorff, le quartier-maître général regarde attentivement la carte du front. Il prend un accès de rage froide. Il comprend que tout est perdu. Il rencontre le Kaiser avec Hindenburg pour exiger une demande d'armistice. Et puis il retourne à son quartier général pour essayer de tenir et d'obtenir les conditions de paix les plus avantageuses possibles. Le front allemand de l'Argonne est aussitôt renforcé devant les Américains. Au front, les Yankees ont perdu leur esprit impétueux. Ils sont devenus amers. En 6 semaines d'une bataille féroce, ils ont en quelques semaines connu toutes les plaies de 4 ans d'enfer. Ils sont tués par les éclats d'obus et de grenades, hachés par les mitrailleuses, gazés, atteints par le virus de la grippe espagnole, à raison de 11 000 par semaine. Des blessés, encore des blessés, et aussi des morts. En octobre 1918, les Américains ont perdu leur enthousiasme. Ils hivernent aussi tristement que leurs camarades français, britanniques, belges, canadiens, portugais. Black Jack Pershing est désespéré. Rien ne va comme il veut. Il considère le retard de l'offensive comme un échec personnel. Il assume trop de tâches. Il ne maîtrise plus. Il a la charge d'une zone de guerre avec ses problèmes tactiques et stratégiques, mais aussi de la ligne des renforts et des approvisionnements. Beaucoup d'Américains sont occupés dans la logistique, mais sans plan précis. Le résultat, c'est le chaos. Les ordres mal reçus, les ordres contradictoires.
le soutien d'artillerie qui vient trop tard, qui tombe sur les lignes amies, les problèmes de communication dans une armée gigantesque de près de 2 millions de Doughboys dont l'immense majorité ne parle pas un mot de français. Certaines unités se divisent, d'autres avancent trop vite, certaines sont en retard, on voit des bataillons virer de bord et se mêler à des divisions où ils n'étaient nullement prévus. Un général exige de la military police une ligne continue à l'arrière pour empêcher les désertions. Comme l'offensive américaine ne parvient pas à mordre sur la ligne allemande, on commence à dire à Paris et à Londres que le show des Doughboys tourne au flop, car on parle déjà le franglais au Café de la Paix. Il faut tout réorganiser, rien ne va plus chez les Américains. Les rations, les munitions n'arrivent pas au front. Le département de la guerre a averti Pershing. Il va nommer un responsable de la logistique de grade et de pouvoir égaux aux siens. Pershing réagit aussitôt, fait nommer le général James Herbert, en qui il a confiance. Herbert est sous ses ordres. Sur le champ de bataille, il désigne 2 responsables pour chacune des armées américaines. Hunter Leggett pour la première et Lee Bullard pour la seconde. Le premier adore les traités de stratégie, le second les beaux uniformes. À la mi-octobre, les Yankees font la pause dans l'Argonne pour retrouver leur souffle. La crise du ravitaillement ne fait qu'embellir. Les colonnes de ravitaillement sont sous le feu de l'ennemi. Il connaît chaque route de ce secteur qu'il a si longtemps occupé et ses canons frappent à coup sûr. Partout ailleurs, sur le front français, l'armée allemande s'écroule. Mais devant les Américains, elle tient le coup. Elle protège ainsi, en tenant les débouchés des défilés de l'Argonne, sa retraite vers le nord. Quand les Yankees s'apprêtent à lancer leur nouvelle offensive du 1er novembre, il n'y a pas encore le moindre signe de reddition. Dans le secteur Meuse-Argonne, comme ailleurs sur le front, la dégradation de la guerre va de pair avec l'héroïsme obscur des individus. Le sergent Alvin York était objecteur de conscience dans le Tennessee. Converti et incorporé, il avait à lui seul maîtrisé un poste de mitrailleuse allemand,
Avec son pistolet et sa carabine, il avait capturé 132 prisonniers. Le major Charles Whittlesey, dont le bataillon s'était avancé trop loin et trop tôt, devait rester encerclé pendant 5 jours. Il s'était dégagé, sauvant la moitié de son unité, qui portait désormais un nom héroïque, le bataillon perdu. Un des officiers les plus décorés de la guerre, que Pershing appelait le meilleur conducteur d'hommes, était le brigadier général Douglas MacArthur, alors âgé de 38 ans, qui obtenait son premier commandement important en prenant la tête de la 42e division. Mais 6 autres généraux étaient remplacés pour faute professionnelle ou dépression nerveuse dans le terrible ouragan de la bataille. 75 000 Américains avaient été tués ou blessés ici dans l'Argonne, plus que sur aucun autre champ de bataille de l'armée américaine. Ils sont tombés dans l'Argonne aux dernières heures de la guerre, alors qu'on attendait impatiemment l'armistice. Ils sont morts jusqu'au dernier moment. Le dernier moment n'est pas encore venu. À Berlin, le 2 octobre 1918, un officier allemand entre au Reichstag. Il est envoyé par le quartier-maître général Ludendorff. Son nom, baron Heinrich van den Busch. Le message qu'il apporte glace les députés. Le quartier-maître général avertit le Reichstag qu'il n'a plus de réserve, qu'il ne faut plus songer à gagner la guerre. Les Allemands sont effondrés. Pendant des années, on leur a imposé le respect de l'état-major. Et voilà que l'état-major annonce son suicide au Reichstag. Le Reichstag décide d'envoyer un représentant à l'armée. Il désigne immédiatement comme chancelier du Reich un cousin du Kaiser, le prince Max de Bade. Il est chargé expressément de demander un armistice. Ludendorff pense qu'on obtiendra de meilleures conditions en s'adressant préalablement à Washington, sans consulter les Français ni les Britanniques. Aussi le prince Max de Bade envoie-t-il son appel aux Américains. Mais le président Wilson peut-il décider de répondre seul à une offre d'armistice, sans consulter ses alliés qui ont fait la guerre pendant 4 ans et subi d'atroces épreuves? Les pourparlers se poursuivent pendant que les soldats exténués descendent encore aux tranchées. 4 semaines se passent ainsi dans l'incertitude. 250 000 d'Américains attendent leur embarquement ou naviguent sur l'Atlantique pendant qu'on négocie. Mais enfin, les canons ne tonnent plus guère. Et c'est pour les poilus une consolation, même s'ils se font encore tuer dans des opérations ponctuelles. Nous sommes au quartier général allemand de Spa en octobre 1918. Ludendorff attend les réponses au message de Max de Bade demandant la paix négociée et non la reddition sans condition de l'armée allemande. Le premier mot du président Wilson est un refus. Il ne veut pas discuter avant que les Allemands n'aient évacué la France et la Belgique. Ludendorff voulait négocier. Voilà qu'il reçoit un ultimatum. Il se retourne vers le Kaiser et Hindenburg. Il leur explique qu'il faut continuer la guerre même contre la marée montante de la défaite si l'on veut sauver l'armée allemande. La marée gagne les Balkans. L'armée serbe rentre chez elle et célèbre son retour à Belgrade après 3 ans d'exil. La marée monte dans le Proche-Orient. Damas est abandonné par les Germano-Turcs à la cavalerie du désert de Lawrence d'Arabie. Sur leurs talons surgissent les soldats de l'armée d'Allenby, qui ont reconquis la Palestine et qui sont désormais en Syrie.
France a installé dans la ville de Damas le nationalisme arabe en la personne du prince Faisal. Tous les rêves impérialistes ont fait long feu, et surtout le rêve du Kaiser, le chemin de fer de Bagdad. Les navires alliés entreront en conquérant dans Constantinople, narguant les forts de Gallipoli. Les navires aux lourdes tourelles qui craignaient les obus des canons allemands. Ils franchiront sains et saufs les Dardanelles. Voici le rêve autrichien de fédération des Balkans, de descente vers la mer libre du Sud. En Italie, les Alliés préparent leur offensive sur les Alpes. Ils concentrent leurs tirs sur l'Autriche, le plus faible allié de l'Allemagne. Les soldats de l'Empire, quand ils sont des Tchèques, des Slovènes ou des Croates, se rendent par milliers. L'Empire austro-hongrois est en train de s'écrouler de l'intérieur. Les nationalistes tiennent la rue dans la capitale de la Bohême. La République libre de Tchécoslovaquie est proclamée à Prague. La splendeur des Habsbourg n'est plus qu'un souvenir. L'Empire disparaît en proclamation. On proclame la République libre de Hongrie à Budapest. Le proclamateur est un aristocrate socialiste, Michel Karolyi. La défaite irrémédiable touche les alliés du Kaiser les uns après les autres dans les Balkans. La Bulgarie, la Turquie et l'Autriche. Le dernier front qui tienne est celui de l'Ouest. L'offensive combinée des Alliés est déjà partie. Anglais et Belges au nord, Français au centre et Américains dans la région Meuse-Argonne pour prendre dans une pince l'armée allemande en retraite. Il n'y a pas de course au Rhin, mais une retraite allemande bien maîtrisée. Une retraite vers la frontière où Ludendorff compte s'arrêter pour négocier la paix. Le mouvement de retraite est plus lent dans le secteur américain. La frontière en est plus proche et la voie de sortie plus étroite pour l'armée allemande. Mais des milliers de soldats choisissent de se rendre, sans plus attendre. Dans l'armée allemande, les blessés ont des bandages qui ont déjà servi. Des sous-vêtements confectionnés avec le linge de table des hôtels du front. L'armée allemande souffre encore plus des privations que les familles à l'intérieur de l'Allemagne. Avec l'avance des Alliés, les villages français sont réoccupés par leurs habitants. Ils pleurent devant leurs maisons brûlées, bombardées. Spectacle émouvant que celui du prince Albert, roi des Belges, retrouvant sa patrie saccagée à la tête de l'armée qui a refusé de céder à la force en 1914.
Les Allemands sont contraints d'évacuer tous les territoires alliés. Le Reichstag n'a pas le choix, il redoute une révolution bolchevique. Il décide d'accepter les termes de Wilson. Le gouvernement, mais pas Ludendorff. Et les Alliés préféreraient que l'armée allemande capitule. Les Alliés s'impatientent à l'hôtel Trianon à Versailles. Le colonel House, envoyé spécial de Wilson, ne peut leur donner tous les apaisements qu'ils demandent. Il est vrai que le président américain a formulé un programme de paix en 14 points. Il prétend imposer la construction d'une Ligue des Nations, une sorte de paix perpétuelle pour tous les États d'Europe. Ce programme est aussi éloigné que possible de la paix de victoire d'un Clémenceau. Et Clémenceau veut d'abord des sécurités pour la France. Wilson est aussi bien loin de la paix impérialiste d'un Orlando ou de la paix des réparations exigée par Lloyd George. Lloyd George décide de câbler à Washington. Il demande à Wilson des éclaircissements. Pas question qu'il fasse la paix tout seul. Le 25 octobre 1918, l'oracle tombe. Wilson ne veut pas traiter avec l'Allemagne militaire, avec le Kaiser. Il ne veut plus de monarque à Berlin. Ludendorff engage une partie de bras de fer avec Herzberger, le leader du Reichstag. Militaires et civils se repassent le mauvais rôle. Aucun ne veut signer. Herzberger se décide pourtant, refusant la capitulation militaire. Ludendorff a démissionné. Herzberger s'adresse à Foch directement. Dans l'armée allemande, le bruit court qu'il a trahi. Dans la nuit du 7 novembre 1918, la délégation allemande franchit les lignes dans un convoi automobile arborant le drapeau blanc. Un clairon français ouvre la route. La délégation grimpe dans un wagon aménagé en bureau dans les bois de Compiègne pour accueillir tous les plénipotentiaires. Ce wagon entre dans l'histoire. La clairière de Rotonde devient le lieu symbolique de la victoire alliée contre l'Allemagne. La délégation alliée se compose de 2 amiraux britanniques, de 2 généraux français. Foch préside. Les Allemands demandent des propositions. Elles sont très fermes. Retraite au-delà du Rhin, occupation alliée en Allemagne. Le blocus anglais continue jusqu'à la signature du traité. Horrifiés, les Allemands demandent un délai. Une fuite permet à un journaliste américain, Roy Howard, d'annoncer prématurément la nouvelle de l'acceptation de l'Allemagne. Il reste encore du temps au front pour que les soldats se fassent tuer. Rien n'est signé.